Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de l'utilisation du protocole PREFC? La première erreur à ne pas commettre, c'est d'utiliser ce protocole comme un simple bilan. Exemple de mauvaise utilisation. Le premier jour de la rééducation, lors de la première séance, on fait les exercices du protocole. On les note sur la fiche. Le dernier jour, la dernière séance de rééducation, on fait également les exercices du protocole et on note sur la fiche. Et entre deux, on fait tout sauf les exercices du protocole. Par exemple, on peut faire du vélo, des pompes, du massage, de l'électrothérapie, mais pas les exercices du protocole. Dans ce cas-là, il n'y aura aucune progression. Voyons maintenant un exemple de ce qu'il faut faire. Lors de la première séance de rééducation, ou lors des 2 ou 3 premières séances, car en effet, il faut quelquefois 2 ou 3 séances pour trouver le bon exercice, ni trop facile, ni trop difficile, parfaitement adapté aux possibilités du patient. Donc, au début de la rééducation, on va noter la performance que le patient a réalisée. Par exemple, pour la patiente que nous avons vue en vidéo, se mettre au sol et se relever 3 fois. Lors des séances de rééducation suivantes, on va augmenter progressivement le nombre de répétitions. Au bout d'une dizaine de séances, le 7 octobre, à nouveau, on va noter quelque chose, on va noter sa performance 8 fois, se mettre au sol et se relever. On va continuer à effectuer cet exercice à chaque séance de rééducation, toujours en essayant d'augmenter progressivement le nombre de répétitions. Et le 21 octobre, lors de la dernière séance de rééducation, on peut noter 15 répétitions. C'est la fin de progression et c'est ce qu'on a pu obtenir avec un mois de travail. Deuxième piège à éviter lorsqu'on pratique ce protocole, ce serait de négliger les exercices et les techniques complémentaires qui permettent pourtant de booster la rééducation. Exemple d'exercice intéressant à ajouter au protocole de rééducation, l'entretien orthopédique, les assouplissements, chez cette patiente que nous avons déjà vue et qui présente une sclérose en plaques avec spasticité des membres inférieurs. Alors, la position à plat ventre, tout patient qui possède un fauteuil roulant doit faire au moins une demi-heure de plat ventre tous les jours. Et la meilleure position, évidemment, c'est d'avoir les pieds en dehors de la table pour éviter l'équin, bien sûr. Alors pourquoi faire de la mobilisation passive et non pas de la mobilisation autopassive, de l'automobilisation? Eh bien parce que ces patients sclérose en plaques ont ce que l'on appelle le syndrome de fatigue invalidant. Et s'ils doivent s'automobiliser, ça va les fatiguer encore plus, et à ce moment-là, ils n'auront plus assez d'énergie pour effectuer correctement les exercices du protocole PREFC qui sont prioritaires. C'est la raison pour laquelle on utilise l'étirement manuel des muscles polyarticulaires qui sont spastiques chez cette patiente. Alors s'il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour les patients présentant une sclérose en plaques, c'est bien la cryothérapie. Chez les patients qui sont sensibles à la chaleur et améliorés par la cryothérapie, vous pouvez avoir une amélioration spectaculaire des performances. Par exemple, vous pouvez doubler le périmètre de marche si la préparation par la cryothérapie est bien effectuée. L'effet de la cryothérapie dure 2 ou 3 heures. Il y a plusieurs manières d'effectuer cette cryothérapie. Autrefois, on utilisait surtout les bains froids parce qu'on pensait qu'il fallait diminuer la vitesse de conduction dans les nerfs périphériques pour que la spasticité des patients diminue. On sait maintenant que ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Depuis Coyle et collaborateurs, on sait que la cryothérapie a une action globale sur tout le corps. Et il faut diminuer la température centrale de 1 degré, que ce soit à partir des membres inférieurs ou d'une autre partie du corps, pour avoir des effets cliniques et immunologiques. Certes, ça diminue bien la spasticité, mais ça
augmente également la vitesse de marche, ça diminue la quantité de cytokine qui est un marqueur immunologique, c'est donc beaucoup plus important qu'on ne le pensait autrefois. Ça diminue également les symptômes des patients qui présentent un syndrome cérébelleux avec une sclérose en plaques, c'est le cas de ce patient, et de ce fait actuellement on est plutôt sur l'utilisation de vestes rafraîchissantes, les cooling vests. On met la veste rafraîchissante une demi-heure avant la séance, de manière à ce que les effets commencent à se faire sentir au début de la séance. Le patient effectue toute sa séance de rééducation, et notamment la marche, avec la veste rafraîchissante. Donc il bénéficie en permanence de l'action positive de la cryothérapie, comme on le voit sur cette vidéo. Ces vestes rafraîchissantes sont très faciles à utiliser. Il suffit de mettre des cold packs dans des poches qui sont prévues à cet effet. C'est très apprécié par les patients car c'est progressif et modéré. Dans la sclérose en plaques, l'inflammation du système nerveux central est calmée par la cryothérapie. Chez les patients présentant un accident vasculaire cérébral, comme chez ce patient qui a une hémiparésie gauche, il n'y a pas d'inflammation du système nerveux central. De ce fait, la cryothérapie n'a aucune action bénéfique. Il n'y a pas non plus chez ces patients le syndrome de fatigue invalidant. Ils peuvent donc très facilement faire les exercices du protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié et aussi des auto-étirements, des auto-assouplissements. On voit ici par exemple l'étirement des adducteurs. Ce patient qui possédait un fauteuil roulant faisait une contre-posture à cette posture qu'il tenait assez souvent dans la journée en position assise. Cette contre-posture, c'est le plat-ventre qui permet de posturer les flexums de hanche et de genoux. En plus des exercices d'auto-étirement, il montait et descendait les escaliers en augmentant progressivement le nombre de marches et il marchait à l'extérieur en améliorant à chaque séance son périmètre de marche. Donc il faisait des assouplissements et les exercices du protocole sans que cela ne le fatigue de trop. Nous allons voir maintenant un autre piège à éviter. Chaque fois qu'on veut faire un apprentissage moteur, comme par exemple dans le protocole PREFC, il faut donner à la personne qui apprend une connaissance des résultats qui ne soit pas trop compliquée à comprendre. Pour pouvoir donner une bonne connaissance des résultats au patient, il faut éviter un excès de précision dans l'évaluation des exercices du protocole. Par exemple, si le patient a marché 18 mètres, il faut lui dire 18 mètres et non pas 18 mètres, 42 cm et 22 mm. C'est trop précis et ça ne fait qu'embrouiller les choses. De même, quand on mesure les distances, surtout pour les petites distances au départ, on fait des grands pas et ça suffit comme précision. J'ai fait 10 pas, il a fait 10 mètres. Voilà, donc un excès de précision nuit à la connaissance des résultats. Il faut que ce soit rapide. Lorsque l'on chronomètre une position que le patient doit tenir, là aussi, il faut éviter un excès de précision. Si vous lui dites, vous avez tenu la position 20 secondes et 42 centièmes, c'est trop compliqué. Il va peut-être rien comprendre à ce que vous allez lui dire ou retenir que le dernier chiffre. Donc, il faut quelque chose de plus simple. Il faut lui dire, vous avez tenu 21 secondes. Là, c'est clair et il va comprendre. Il vaut mieux avoir quand même un chronomètre, mais si on n'en a pas, on peut compter lentement à haute voix et ça peut suffire. C'est mieux ça que de donner aucune connaissance des résultats. Un autre piège qu'il faut éviter en utilisant le protocole PREFC, il ne faut pas oublier les temps de repos. On se repose avant de commencer et puis entre chaque exercice, on se repose également. C'est particulièrement vrai pour les patients qui présentent une sclérose en plaques ou des séquelles neurologiques d'une affection tumorale. Dans l'idéal, il faut un temps de repos égal ou supérieur au temps de travail. Cela signifie que si le patient a marché pendant 15 minutes, par exemple,
eh bien, il faut qu'il se repose au moins un quart d'heure. Que faire en pratique? Si on s'acharne sur un seul patient en lui faisant enchaîner tous les exercices sans temps de repos, ce sera contre-productif, on aura des résultats très insuffisants. Alors que faire? Eh bien, c'est relativement simple. On prend 2 ou 3 patients en même temps, il y en a un ou deux qui se reposent, pendant qu'il y en a un autre qui travaille. Voilà comment on peut procéder facilement quand on est en cabinet libéral ou quand on est en centre de rééducation. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on fait de la rééducation au domicile du patient. À ce moment-là, on est obligé de ne pas faire les 4 exercices du protocole, mais d'en faire que 2 dans le temps imparti. Et puis, à la séance suivante, on fera 2 autres exercices du protocole. Donc, ça divise par 2 l'efficacité du protocole. Une autre manière de résoudre ce problème, c'est d'utiliser les fameux contrats d'auto-rééducation guidés qui se développent de plus en plus car ils sont très efficaces. Une fois de plus, comme nous l'avons déjà vu, le rééducateur doit choisir 4 exercices, un dans chaque catégorie. Un exercice de déplacement, si c'est possible, un exercice dans les escaliers, si c'est possible, un exercice de changement de position et un exercice de tenue de position. La différence, c'est que là, il faudra choisir des exercices qui ne nécessitent pas la présence du rééducateur, donc des exercices sans danger. Par exemple, si le patient arrive à monter et à descendre les escaliers sans se tenir à la rampe, mais la présence du rééducateur est indispensable en cas de chute, on va choisir un exercice plus simple, c'est-à-dire monter et descendre les escaliers en se tenant à la rampe. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de présence du rééducateur. L'exercice est certes moins intéressant sur le plan de l'équilibre, mais il va quand même permettre à la longue de faire des progrès substantiels parce qu'il va pouvoir être fait tous les jours, même les jours où habituellement il n'y a pas de rééducation. Le rôle du rééducateur consiste à choisir les bons exercices en début de progression, à vérifier la bonne exécution des exercices que le patient doit connaître par cœur. Troisièmement, à enseigner leur cotation, comment mesurer les exercices. Quatrièmement, contrôler le registre que le patient doit remplir chaque fois qu'il fait un exercice. Et puis à organiser la progression. Chaque fois que l'exercice devient trop facile, il faut rajouter une difficulté, il faut rajouter un élément de progression. On retrouve tout ça sur une vidéo intitulée Hémiplégie : rééducation et auto-rééducation fonctionnelle et orthopédique. À noter que cette auto-rééducation concerne non seulement les hémiplégiques, mais aussi toutes les pathologies neurologiques chroniques comme les scléroses en plaques ou les séquelles de polyradiculonévrite ou les séquelles de traumatisme crânien.